Chapitre 4 L'envieux. Zadig voulut se consoler, par la philosophie et par l'amitié, des maux que lui avait fait la fortune. Il avait, dans un faubourg de Babylone, une maison ornée avec goût, où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme. Le matin, sa bibliothèque était ouverte à tous les savants. Le soir, sa table l'était à la bonne compagnie. Mais il connut bientôt combien les savants sont dangereux. Il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre qui défendait de manger du griffon. Comment défendre le griffon, disaient les uns, si cet animal n'existe pas? Il faut bien qu'il existe, disaient les autres, puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange. Zadig voulut les accorder, en leur disant, s'il y a des griffons, n'en mangeons point, s'il n'y en a point, nous en mangerons encore moins, et par là nous obéirons tous à Zoroastre. Un savant qui avait composé 13 volumes sur les propriétés du griffon, et qui de plus était grand théurgite, se hâta d'aller accuser Zadig devant un archimage nommé Yébor, le plus sot des Chaldéens, et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait empaler Zadig pour la plus grande gloire du soleil, et en aurait récité le bréviaire de Zoroastre d'un ton plus satisfait. L'ami Cador, un ami vaut mieux que 100 prêtres, alla trouver le vieux Yébor et lui dit « Vive le soleil et les griffons! Gardez-vous bien de punir Zadig, c'est un saint. Il a des griffons dans sa basse-cour, et il n'en mange point. Et son accusateur est un hérétique qui ose soutenir que les lapins ont le pied fendu et ne sont point immondes. Eh bien, dit Yébor en branlant sa tête chauve, il faut empaler Zadig pour avoir mal pensé des griffons, et l'autre pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaisa l'affaire par les moyens d'une fille d'honneur à laquelle il avait fait un enfant et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages. Personne ne fut empalé, de quoi plusieurs docteurs murmurèrent et en présagèrent la décadence de Babylone. Zadig s'écria « À quoi tient le bonheur? Tout me persécute dans ce monde, jusqu'aux êtres qui n'existent pas. » Il maudit les savants et ne voulut plus vivre qu'en bonne compagnie. Il rassemblait chez lui les plus honnêtes gens de Babylone et les dames les plus aimables. Il donnait des soupers délicats, souvent précédés de concerts, et animés par des conversations charmantes dont il avait su bannir l'empressement de montrer de l'esprit, qui est la plus sûre manière de n'en point avoir, et de gâter la société la plus brillante. Ni le choix de ses amis, ni celui d'aimer, n'était fait par la vanité, car en tout il préférait l'être au paraître. Et par là, il s'attirait la considération véritable à laquelle il ne prétendait pas. Vis-à-vis sa maison demeurait Arimaz, personnage dont la méchante âme était peinte sur sa grossière physionomie. Il était rongé de fiel et bouffi d'orgueil, et pour comble, c'était un bel esprit ennuyeux. N'ayant jamais pu réussir dans le monde, il se vengeait par en médire. Tout riche qu'il était, il avait de la peine à rassembler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars qui entraient le soir chez Zadig l'importunait. Le bruit de ses louanges l'irritait davantage. Il allait quelquefois chez Zadig et se mettait à table sans être prié. Il y corrompait toute la joie de la société, comme on dit que les harpies infectent les viandes qu'elles touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner une fête à une dame qui, au lieu de la recevoir, alla souper chez Zadig. Un autre jour, causant avec lui dans le palais, ils abordèrent un ministre qui pria Zadig à souper et ne pria point Arimaz. Les plus implacables haines n'ont pas souvent de fondement plus important. Cet homme, qu'on appelait l'envieux dans Babylone, voulut perdre Zadig parce qu'on l'appelait l'heureux. L'occasion de faire du mal se trouve 100 fois par jour, et celle de faire du bien, une fois dans l'année, comme dit Zoroastre. L'envieux alla chez Zadig, qui se promenait dans ses jardins avec 2 amis et une dame, à laquelle il disait souvent des choses galantes, sans autre intention que celle de les dire. La conversation roulait sur une guerre que le roi venait de terminer heureusement contre le prince d'Icarnie, son vassal. Zadig, qui avait signalé son courage dans cette courte guerre, louait beaucoup le roi, et encore plus la dame. Il prit ses tablettes et écrivit 4 vers qu'il fit sur-le-champ, et qu'il donna à lire à cette belle personne. Ses amis le prièrent de leur en faire part. La modestie, ou plutôt un amour-propre, bien entendu, l'en empêcha. Il savait que des vers impromptus ne sont jamais bons que pour celles en l'honneur de qui ils sont faits. Il brisa en 2 la feuille des tablettes sur laquelle il venait d'écrire et jeta les 2 moitiés dans un buisson de roses, où on les chercha inutilement. Une petite pluie survint, on regagna la maison. L'envieux, qui resta dans le jardin, chercha tant qu'il trouva un morceau de la feuille.
Elle avait été tellement rompue que chaque moitié de verre qui remplissait la ligne faisait un sens. Et même un verre d'une plus petite mesure, mais par un hasard encore plus étrange, ces petits verres se trouvaient former un sens qui contenait les injures les plus horribles contre le roi. On y lisait « Par les plus grands forfaits, sur le trône affermi, dans la publique paix, c'est le seul ennemi. » L'envieux fut heureux pour la première fois de sa vie. Il avait entre les mains de quoi perdre un homme vertueux et aimable. Plein de cette cruelle joie, il fit parvenir jusqu'au roi cette satire écrite de la main de Zadig. On le fit mettre en prison, lui, ses 2 amis et la dame. Son procès lui fit bientôt fait, sans qu'on daignât l'entendre. Lorsqu'il vint recevoir sa sentence, l'envieux se trouva sur son passage et lui dit tout haut que ses vers ne valaient rien. Zadig ne se piquait pas d'être un bon poète, mais il était au désespoir d'être condamné comme criminel de lèse-majesté et de voir qu'on retint en prison une belle dame et 2 amis pour un crime qu'il n'avait pas fait. On ne lui permit pas de parler, parce que ses tablettes parlaient. Telle était la loi de Babylone. On le fit donc aller au supplice à travers une foule de curieux, dont aucun n'osait le plaindre et qui se précipitaient pour examiner son visage et pour voir s'il mourait avec bonne grâce. Ses parents seulement étaient affligés, car il n'héritait pas. Les 3/4 de son bien étaient confisqués au profit du roi, et l'autre quart au profit de l'envieux. Dans le temps qu'il se préparait à la mort, le perroquet du roi s'envola de son balcon et s'abattit dans le jardin de Zadig sur un buisson de roses. Une pêche y avait été apportée d'un arbre voisin par le vent. Elle était tombée sur un morceau de tablette à écrire auquel elle s'était collée. L'oiseau enleva la pêche et la tablette et les porta sur le genou du monarque. Le prince, curieux, y lut des mots qui ne formaient aucun sens et qui paraissaient des fins de vers. Il aimait la poésie, et il y a toujours de la ressource avec les princes qui aiment les vers. L'aventure de son perroquet le fit rêver. La reine, qui se souvenait de ce qui avait été écrit sur une pièce de la tablette de Zadig, se la fit apporter. On confronta les 2 morceaux, qui s'ajustaient ensemble parfaitement. On lut alors les vers tels que Zadig les avait faits. « Par le plus grand forfait, j'ai vu troubler la terre. Sur le trône affermi, le roi s'est tout dompté. Dans la publique paix, l'amour seul fait la guerre. C'est le seul ennemi qui soit à redouter. » Le roi ordonna aussitôt qu'on fît venir Zadig devant lui et qu'on fît sortir de prison ses 2 amis et la belle dame. Zadig se jeta le visage contre terre aux pieds du roi et de la reine. Il leur demanda très humblement pardon d'avoir fait de mauvais vers. Il parla avec tant de grâce, d'esprit et de raison que le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint, et plus encore davantage. On lui donna tous les biens de l'envieux qu'il avait injustement accusé, mais Zadig les rendit tous. Et l'envieux ne fut touché que du plaisir de ne pas perdre son bien. L'estime du roi s'accrut de jour en jour pour Zadig. Il le mettait de tous ses plaisirs et le consultait dans toutes ses affaires. La reine le regarda, dès lors, avec une complaisance qui pouvait devenir dangereuse pour elle. Pour le roi, son auguste époux, pour Zadig et pour le royaume. Zadig commençait à croire qu'il n'était pas si difficile d'être heureux.